Regardez-vous maintenant. Vous êtes un empereur Inca en Amérique du Sud. Vous êtes riche, mais ça ne va pas durer. Vous allez devenir pauvre à la vitesse grand V. L'ère du colonialisme a commencé. Les conquistadors ont envahi votre pays. Ils vous promettent la vie sauve en échange de votre or. La pauvreté est la conséquence d'un vol. Derrière toutes les formes de pauvreté modernes, il y a l'usage de la force. Vous êtes emprisonné. Votre peuple se meurt sous vos yeux, décimé par des maladies comme la grippe ou la syphilis, importées par les conquistadors. Les Européens sont responsables de la pauvreté des habitants d'Amérique du Sud. Ils leur ont pris leurs terres et les ont déplacés. Privés des moyens de subvenir à leurs besoins, les Sud-Américains ont dû travailler dans les plantations, les haciendas, les mines, où ils extrayaient l'or et l'argent tant recherchés par les Européens. C'est ce qui a fait sombrer des millions d'entre eux dans la misère. Dans votre rêve, l'empereur Inca fait un rêve. Vous survolez la Terre. L'Europe n'est pas encore plus riche que le reste du monde. Vous vous demandez comment les choses ont pu changer à ce point. La réponse est peut-être en Amérique du Sud. Les colons européens sont en train d'y jeter les bases de la pauvreté moderne. Puis vous traversez les nuages en direction de l'Afrique pour voir si le continent noir souffre déjà de la faim. L'Afrique précoloniale avait une économie très prospère. Beaucoup de gens ordinaires participaient à la production économique. En Afrique de l'Est, quand les Portugais sont arrivés à la fin du XVe siècle et au début du XVIe, les sociétés Swahili de Mogadiscio à l'île de Kilwa au large du Mozambique étaient à l'apogée de leur puissance commerciale. D'ailleurs, en découvrant ces villes côtières bouillonnantes d'activité, les navigateurs portugais ont voulu s'en emparer. En Afrique centrale, les terres cultivées étaient nombreuses. D'après les missionnaires et les soldats portugais, l'agriculture du Congo était plus productive que celle du Portugal. Dans le domaine de l'artisanat, ils considéraient que le textile et la métallurgie égalaient ce qui se faisait de mieux en Europe. Avant 1492, l'Europe était à la périphérie du système monde. C'était une région relativement pauvre comparée au reste du globe. En Afrique, en Asie et en Amérique, il y avait des civilisations florissantes. Après 1492, la situation change radicalement. Vous, l'empereur des Incas, mourrez étranglé avec un collier de fer. Nous appelons cette mort douloureuse le supplice des garrots, vois-tu? Regardez bien dans le cadre de la théorie économique. Le concept de développement véhicule une vision très idéalisée du processus d'accumulation du capital qui a permis de financer l'industrialisation de l'Europe. En d'autres termes, il occulte le processus réel de cette accumulation. Quand nous faisons des études d'économie, qu'est-ce qu'on nous apprend? On dit que l'accumulation du capital en Occident, c'était comment? Parce qu'il y a eu la révolution agricole. La révolution agricole a dégagé un surplus et ce surplus a permis de financer l'industrialisation. Voilà ce qu'on nous apprend dans les études de commerce. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, l'accumulation du capital en Europe, nous savons qu'elle s'est faite d'abord par la conquête des Amériques. Il y a eu cette conquête des Amériques, il y a eu le vol de l'or
des Amériques. Hein, ce n'est pas une fiction, c'est une réalité qui est là. Ça s'est fait par le commerce triangulaire, mais qu'est-ce que c'est que le commerce triangulaire? Une main-d'œuvre qui n'était pas payée, d'accord, puisque c'était des esclaves. Ah. Si vous avez une industrie qui ne rémunère pas sa main-d'œuvre, ben forcément elle fait des bénéfices. Il y a eu également, pour citer donc en dernier, la colonisation. Hein. Voilà les trois éléments qui ont réellement permis l'accumulation du capital en Occident. Depuis Adam Smith, qui était un des grands théoriciens de l'Europe, le concept de développement, il faut bien retenir ça, le concept de développement est le discours par lequel l'Occident se déculpabilise de son passé en occultant les rapports de force externes qui ont permis l'accumulation primitive du capital et qui ont déclenché l'industrialisation. Vous ressortez de l'autre côté, en Chine, en 1743. Vous êtes une jeune fille dans un vaste champ. La terre est sèche. Rien ne pousse. La terre est sèche. Il pourrait y avoir une famine. Mais vous vous sentez en sécurité en Chine. Dès l'époque des premiers documents, la prévention des famines et des inondations est considérée comme une tâche essentielle des souverains. La famine de 1743 est célèbre parce que les secours ont été exemplaires. La météorologie a permis de prévoir la crise. La sécheresse n'est pas un phénomène imprévisible. C'est l'absence de pluie pendant des mois. Donc les autorités savaient qu'il y aurait une sécheresse. Les greniers étaient pleins. Il est possible que 2 millions de personnes aient reçu de l'aide alimentaire. Grâce à ces sacs, vous ne mourrez pas de faim. Heureusement que vous ne vivez pas en Occident, mais en Orient. Sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte. Sous un mauvais gouvernement, c'est la richesse qui est une honte. Au 19e et au 20e siècle, la Chine est considérée comme un pays pauvre. Mais de l'époque de Marco Polo à la fin du XVIIIe siècle, les Européens en contact direct avec la Chine sont très impressionnés par sa richesse. Ils ne la considèrent pas du tout comme un pays arriéré. À la même époque, les États européens sont beaucoup plus petits. Ils n'ont pas de grenier public. Ils ont une autre idéologie politique. Pourraient-ils mettre en place le même système de grenier? Ce n'est pas la question. Il n'y a tout simplement pas de volonté politique pour cela. Vous vendez des tissus sur un marché animé. On vous paie en Corée. Ces magnifiques coquillages servent de monnaie depuis des siècles. À chaque pièce d'étoffe vendue, votre bocal de Corée se remplit. Puis la police coloniale arrive. Elle n'aime pas votre monnaie. Les kauris, par exemple, sont une monnaie locale importante. C'est l'une des monnaies que les gouverneurs coloniaux vont essayer d'interdire, quelle que soit la fortune des gens, même pour les commerçants. Eh bien, du jour au lendemain, ça ne vaut plus rien. Tout le projet impérial européen est de bâtir un système mondial qui, sur le plan économique, crée de la pauvreté. C'est l'origine du concept de tiers-monde. Votre peau a changé de couleur. Vous êtes dans un camp. Il y a un mois, vous étiez un paysan indien affamé. Aujourd'hui, vous êtes un ouvrier indien affamé. En plus, vous souffrez du choléra. C'est une mauvaise nouvelle. Un train circule sur une ligne construite par les Anglais. Un nuage s'en échappe. Un nuage de blé, de la nourriture. Mais soudain, vous comprenez que le train est plein de céréales destinées à l'exportation. La pauvreté est la pire forme de violence.
La famine de 1876 dans le sud de l'Inde était due en partie à une mauvaise météo. La récolte avait été maigre. Mais la famine aurait pu être évitée. Simplement, on a continué d'exporter des céréales alors que les gens mouraient de faim. On a expédié vers l'Angleterre d'énormes quantités de nourriture produite sur place, alors qu'elles auraient pu servir à nourrir les 6 à 10 millions de personnes qui n'ont pas survécu à la famine. Vous servez maintenant de l'alcool aux travailleurs pauvres d'Afrique du Sud. Autrefois, ils étaient paysans. Mais l'homme blanc a pris leur terre. Durant le jour, ils descendent dans la mine. Le soir venu, ils s'emportent contre un système qui les condamne à la pauvreté à cause de leur couleur de peau. Avec la loi agraire de 1913, les Noirs ne peuvent quasiment plus acquérir de terre. De vastes pans du territoire sont réservés aux Blancs. On a besoin des Noirs en ville comme main-d'œuvre. On n'est pas tenu de les loger, ni de leur verser un salaire décent. Les femmes lavent du linge, cuisinent ou brassent de la bière. C'est la raison pour laquelle on voit apparaître progressivement des bidonvilles à proximité des villes. Regardez dans ce verre rempli de la bière que vous brassez. Vous allez voir les 30 prochaines années de l'humanité. Voici des hordes de chars blindés, des raids aériens, des camps de concentration, puis des images plus réjouissantes. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Les peuples noirs sont en liesse. De nouveaux drapeaux flottent. Après la création de l'ONU, il y a une flambée de nationalisme en Afrique et en Asie. De nouvelles nations voient le jour. L'Inde en 1947, le Ghana en Afrique subsaharienne en 1957. Elles deviennent toutes membres des Nations Unies. Et donc les questions comme la fin du colonialisme ou la richesse et la pauvreté relative des nations sont débattues au sein de l'ONU. Vous avez changé. Vous portez une robe luxueuse. Des hommes en costume vous suivent. Vous n'êtes plus pauvre. Vous êtes la future chef d'État d'un pays pauvre. Vous êtes venu écouter un discours. More than half the people of the world are living in conditions approaching misery. Their poverty is a handicap and a threat both to them and to more prosperous areas. For the first time in history, humanity possesses the knowledge and skill to relieve the suffering of these people. Une nouvelle page de l'histoire s'ouvre. Le monde se divise maintenant en pays riches et pauvres. Les premiers finissent par accepter d'aider les seconds. Regardez une chose qui est quelque chose d'incroyable, c'est qu'aujourd'hui, l'ambition des organisations telles que les Nations Unies en ce qui concerne l'Afrique, l'ambition, ce n'est même plus le développement. L'ambition, maintenant, c'est la lutte contre la pauvreté. On en est là aux Nations Unies. On ne parle même plus de développement, on parle de lutte contre la pauvreté. Je pense que les politiques de développement, et je précise, les politiques de développement constituent une arnaque. Et c'est cette arnaque qui, depuis 50 ans, nous fait tourner en rond. Il faut absolument qu'on y tourne le dos. Je ne dis pas que la mondialisation est une mauvaise chose en soi. Tout dépend des règles du jeu. Mais pour l'instant, ces règles sont édictées par les riches pour les riches. Le capital peut circuler partout librement, sans contrainte, et s'investir où il veut. Mais pas la main-d'œuvre. Un Indien pauvre qui a appris la coiffure et veut exercer son métier en Allemagne ou en Amérique ne pourra pas entrer dans ces pays. Vous voilà devant une ambassade.
Vous faites la queue durant des heures. Vous demandez un visa. Vous devez remplir des pages et des pages de formulaires. La pauvreté est très différente de ce qu'elle était autrefois. Il y a un vrai changement, parce qu'aujourd'hui, la pauvreté serait facilement évitable. La moitié la plus pauvre de l'humanité gagne moins de 3% du PIB mondial. Il ne serait pas bien difficile de réorganiser le monde pour qu'ils aient 5% du PIB mondial, par exemple. Leur sort en serait déjà grandement amélioré. Cela permettrait d'éliminer la pauvreté absolue. Vous donnez le formulaire à un homme qui le déchire sous vos yeux. Vous voilà sur un vaste océan, à bord d'une frêle embarcation. Vous fuyez votre pays pauvre pour un pays riche. Mais dans l'eau, vous apercevez des billets de banque. Ils quittent votre pays en direction des pays riches. Les flux de capitaux en provenance des pays pauvres sont estimés à environ 1000 milliards de dollars américains. C'est 8 à 10 fois le montant de l'aide internationale injectée dans ces pays. Une réforme de ce système serait beaucoup plus efficace pour réduire la pauvreté que toute l'aide au développement. L'ordre du monde se négocie à Washington, à Genève ou dans d'autres capitales. Il faut le réformer. Mais les principaux intéressés n'ont pas accès à ces lieux de pouvoir et à ces leviers. La théorie du ruissellement économique prétend que la croissance économique suffit seule à enrichir tout le monde. Selon l'adage, la marée montante remet tous les bateaux à flot. Mais c'est faux. Les politiques de développement, donc, au départ, sont conçues comme étant des politiques industrielles de rattrapage historique. Alors, on peut se demander pourquoi l'industrie a été retenue comme activité vectrice du développement. Pourquoi pas l'agriculture? Pourquoi l'industrie? Alors, si l'industrie a été retenue comme activité vectrice du développement, c'est parce qu'à l'époque, elle est considérée par les économistes comme le secteur où se produit le plus d'innovation technologique, comme étant le secteur où les gains de productivité sont les plus élevés. Par conséquent, on a considéré que l'industrie était le secteur le plus apte à entraîner un effet d'entraînement. Entraînement, par conséquent, un effet de rattrapage. Si on veut que les pays du tiers-monde rattrapent l'Occident, c'est par la voie de l'industrie. Bref, on prête à l'industrie la capacité de produire ce que les économistes appellent un effet trickle-down, c'est-à-dire un effet de diffusion du progrès dans l'ensemble du tissu social par ruissellement. Voilà, ça c'est vraiment l'idée qui est à la base de ça. Alors, quelle est la première stratégie d'industrialisation qui a été expérimentée? Le gouvernement des États-Unis a proposé une première stratégie d'industrialisation qui était formée sur le modèle suivant. L'industrialisation devait se faire par la promotion des exportations primaires, c'est-à-dire culture d'exportation et activités d'extraction minière dans le cadre d'une économie ouverte aux capitaux extérieurs et la coopération scientifique et stratégique. Voilà quelle a été la stratégie d'industrialisation recommandée pour les pays du tiers-monde. Il va de soi qu'en Afrique, c'est cette stratégie que nous avons mis en place. Bon. Mais vous devinez bien que cette stratégie est une arnaque. C'est une véritable arnaque. On vous dit que pour vous industrialiser, vous devez exporter, mais exporter quoi? Exporter les matières qui permettent l'industrialisation. Comment voulez-vous vous industrialiser si vous exportez les matières qui permettent l'industrialisation? Alors, vous les exportez, et puis, vous rachetez, vous allez acheter les produits que nous allons industriellement fabriquer à partir de ce dont vous nous avez exporté. Voilà pourquoi cette stratégie d'industrialisation par la promotion des exportations primaires a été une véritable arnaque. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur du mot, il faut le dire.
Alors, très vite, vous avez des États qui vont prendre conscience de ça et qui vont essayer de corriger cela. Hein, parce que, effectivement, très vite, vous avez pas mal d'États qui vont prendre conscience que c'est une arnaque. Alors, ils vont essayer d'autres solutions. Mais ce que vous voyez bien, c'est que ce sont des solutions en réaction. Il faut toujours nous rappeler que la solution qui a été proposée au début est une solution qui est une véritable arnaque. Dès le début, on a voulu nous arnaquer. Et le problème, c'est que tous les États africains ont adopté ce modèle-là. Bon, en réaction contre ce modèle, d'autres États, que ce soit en Afrique, très peu d'États, par exemple la Tanzanie, ou ailleurs dans le monde, en Amérique latine ou en Asie, ils ont adopté une autre stratégie. Alors, les stratégies qui ont été définies en réaction contre ce modèle, ça a été une stratégie de substitution des importations. C'est-à-dire que la substitution des importations consistait finalement, au lieu d'acheter à l'Occident les produits qu'ils fabriquaient à partir de nos matières premières, ça consistait à fabriquer nous-mêmes ces matières premières. 2 pays en Afrique ont mis ça en œuvre, notamment la Tanzanie, des pays en Amérique latine l'ont mis en œuvre, des pays en Asie l'ont mis en œuvre, mais cette stratégie a conduit également vers un échec parce que fabriquer ces biens manufacturés supposait aussi importer la technologie étrangère. Et le coût de l'importation s'est révélé finalement trop cher, et donc ça a débouché sur un échec. Et en plus, les produits manufacturés qui étaient fabriqués sur le plan local, finalement ces produits-là n'étaient pas compétitifs par rapport aux mêmes produits qui venaient de l'étranger. Hein. Donc, bon, finalement, tout ça a conduit dans une impasse. Vous avez les pays asiatiques qui ont... alors, vous avez l'Algérie qui a essayé un autre modèle de développement qui est le modèle des industries industrialisantes. Bon, je ne peux pas m'attarder trop dessus parce qu'on rentre dans des débats trop techniques, mais là aussi, ce modèle des industries industrialisantes a conduit à un échec parce que là aussi, il y a une dépendance par rapport à la technologie étrangère. Ben, vous connaissez tous l'Algérie d'aujourd'hui, vous voyez bien, ça n'a pas produit les effets escomptés. Donc la question n'est pas la pauvreté. La question c'est la paupérisation, et le pillage et l'humiliation. Vous mettre dans la tête que vous êtes pauvre. Parce que ces richesses, les modalités de mise en œuvre de ces richesses font que vous dépendez de leurs capitaux et de leur technologie. Donc cette dépendance financière, monétaire, technologique ne vous permet pas de mettre en valeur vos propres ressources. Et parce que vous êtes entré dans un modèle économique qui fonctionne avec ces ressources naturelles-là. Donc, le problème n'est pas la pauvreté, c'est un faux débat. En Afrique aujourd'hui, je m'y essaie, quoi. Moi, je pense qu'on a tout pour créer, pour redynamiser les économies locales, pour vivre dignement, sainement. Mais il y a le télescopage constant, permanent, d'autres images et la création de besoins. Et le choc psychologique est tel que, individuellement et collectivement, vous avez l'impression d'être arriéré, que les autres avancent, vous ne progressez pas parce que vous ne possédez pas. Mais ce que vous voulez posséder, vous ne le produisez pas. Vous devez vous endetter pour l'avoir. Donc vous vous mettez en situation d'esclavage en vue d'atteindre l'autre qui ne demande que ça. Et tous les médias jouent un rôle pernicieux dans cette affaire. Donc les médias ne peuvent fonctionner que sur la base de la publicité. La publicité pose les plus pauvres à s'appauvrir davantage et à s'enchaîner. Donc l'un des défis de la solidarité internationale, est-ce que les consommateurs et les citoyens du Nord sont prêts à renoncer
aux marchandises et acheter le moins cher possible et enrichir les multinationales de telle sorte que chez nous, la guerre pour le pétrole, l'uranium et les ressources naturelles puissent se calmer? Ou alors est-ce que les citoyens du Nord, même les plus engagés, peuvent penser que le chômage, la croissance ne se gagne qu'en pillant le Sud? Ça, c'est le problème, la question de confiance aujourd'hui qu'il faut poser aux militants du Nord.